Je vais contextualiser un petit peu pourquoi on a choisi cette thématique. Et donc, on est parti sur la santé mentale et on se pose cette question de pourquoi, en fait, s'intéresser à la santé mentale dans le secteur culturel. Et je vais commencer par un premier point qui est peut-être pas le premier, la chose à laquelle on peut penser de prime abord quand on pense à la santé mentale dans le secteur culturel, mais je pense que c'est important de rappeler que le secteur culturel, c'est un facteur économique important en France. Quand on a fait nos recherches, on s'est rendu compte que en 2020, d'après le ministère de la Culture, c'était quand même 46,1 milliards d'euros, ce qui représente 2,2% du PIB. Donc c'est pas négligeable. Et donc c'est d'autant plus important du coup de s'intéresser à la santé mentale. On s'en rappelle tous, en 2020, il y a eu la pandémie du Covid-19. J'ai souri en disant Covid-19, c'était pas voulu, pardon. Donc du coup, oui, il y a eu cette pandémie dont on se souvient très bien, qui a exacerbé les problèmes de santé mentale et qui a donc mis en évidence cette importance de prise en charge de la santé mentale des professionnels. Et notamment, ça a mis en lumière les conditions précaires du secteur culturel que je vais citer, hein, parce qu'on s'en rappelle, il y a eu la fermeture des lieux qui pendant le Covid est arrivé, mais qui existe encore maintenant avec d'autres crises, notamment avec la crise du climat, qui rend encore une incertitude économique. Euh, le secteur culturel, c'est aussi des contrats à durée déterminée, c'est l'intermittence, c'est donc pas une stabilité sur le long terme, c'est des horaires irrégulières, beaucoup de structures sont des structures associatives qui parfois du coup génèrent des problèmes de gouvernance entre le lien entre un salarié et l'employeur. Des fois, ça peut créer des tensions. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est que ces conditions de travail précaires, elles sont justifiées par le fait qu'on fait des métiers passion. Et ce qui, du coup, ce serait OK de justifier, de sacrifier sa vie personnelle pour ça, ce qui, à mon sens, n'est pas logique du tout. Et puis, du coup, pour être encore plus dans le vrai, on a trouvé quelques chiffres d'une enquête de l'INSART. Voilà, 72% des répondants, donc des répondants de professionnels de la culture, avaient des symptômes dépressifs au cours des 15 derniers jours, contre 15% des Français en général sur cette même période. C'est un écart conséquent, important. Et quand on regarde la raison de ces chiffres, c'est exactement ce que je viens de vous citer. En fait, c'est l'insécurité de l'emploi, la rémunération faible, c'est un temps de sommeil insuffisant, le fait de ne pas avoir une stabilité d'un emploi continu. Et il y a quand même 60% pensent que les heures de travail impactent négativement leur vie. Donc c'est quand même, enfin, je trouve que ça parle tout seul, quoi. Et donc, à travers cette journée et les activités de cet après-midi, nous, on a essayé, toute l'équipe, parce que du coup, on est une vingtaine à travailler sur tout ça. On a essayé de promouvoir de promouvoir un environnement de travail favorable à la santé mentale, de lutter contre la stigmatisation et de fournir un accès aux ressources de soutien en matière de santé mentale. Donc, cet après-midi, vous allez avoir un premier atelier qui est une approche de la santé mentale par la synesthésie. Donc, vous allez tester en découvrant peut-être des émotions, des sensations, de découvrir comment ça peut être lié à la santé mentale. Donc, pardon, je me suis un peu perdue, mais il va y avoir un parcours de découverte, une exposition, un atelier de pratique artistique. Et enfin, il va y avoir un deuxième atelier qui sera un escape game. Donc, ça va être plutôt un jeu immersif en équipe où vous allez essayer de trouver des clés d'action pour 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 solutionner et Ah, pardon. mettre en avant la problématique Merci. de la santé mentale, il n'y a aucun souci. Merci. Donc voilà, donc avant de commencer cette table ronde, je vais juste vous dire 3 points très rapides. Le premier, c'est que on a centré
cette table ronde sur les métiers un peu dits de l'ombre, sur les métiers des gens qui sont derrière des bureaux ou les techniciens. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte en faisant la préparation de cette table ronde qu'il y avait déjà pas mal de choses autour des artistes. Et en plus, nous, en tant que futurs managers, futures personnes de l'ombre, nous, on s'est dit que ça donnait encore plus de sens de faire ça. Deuxième point, vous avez sûrement remarqué, vous avez des petites feuilles devant vous avec un côté rouge et un côté vert. En fait, pendant tout le long de cette table ronde, on va vous poser des questions fermées, donc avec soit oui avec le vert, soit non avec le rouge. Voilà, vous pouvez. Il y a Carla qui nous a fait un petit exemple en bas. Et troisième point, si on a le temps, et j'espère qu'on l'aura, on aura un temps de parole avec vous à la fin. Donc n'hésitez pas à noter vos questions dans un petit coin de votre tête ou sur votre téléphone, c'est peut-être plus pratique. Et voilà, je vais laisser la parole à Vicky pour la présentation de la table ronde. Merci. Donc, nous avons le plaisir ce matin d'être accompagnés de Sophie Bellé-Vincent, qui est psychologue clinicienne et aussi directrice de l'INSART. L'INSART, c'est l'Institut d'accompagnement et de soins des artistes et des techniciens. Nous avons aussi Lucille Marie, chargée des relations publiques et référente VHSS au Grand Théâtre de Provence. Et enfin, nous avons Tariq Chakor, qui est maître de conférence en sciences de gestion, dans la fac de sciences de gestion, et aussi fondateur de l'agence artistique La Firme. Merci d'être avec nous ce matin et bienvenue. Donc, pour débuter cette table ronde, nous allons commencer par une définition, aussi simple puisse-t-elle être, de la santé mentale qui est mise par l'Organisation mondiale de la santé. La santé mentale est donc un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et de pouvoir apporter sa contribution à la communauté. Maintenant, nous, dans le cadre de cette table ronde, nous souhaitons explorer les enjeux de la santé mentale dans le secteur culturel. L'étude révélée par l'INSART, donc comme je vous ai dit, l'Institut d'accompagnement et de soins des artistes et des techniciens, sur l'impact psychologique des conditions d'exercice et des métiers du spectacle vivant et du divertissement, montre que 37,5% des répondants donc du métier du spectacle, du divertissement et du spectacle vivant montraient des signes d'un état anxieux durant la période Covid, contre 20% de la population générale, montrant aussi un signe d'un état anxieux pour la même période. Ainsi, nous pouvons nous demander quels impacts ont les conditions de travail sur notre bien-être. La notion de conditions de travail arrive dans les années 1960, mais c'est dans les années 1980 que s'introduit la notion de risque psychosocial. Ce qui nous amène donc à notre premier thème, les risques psychosociaux. Comme expliqué brièvement lors de la présentation, vous avez eu justement des feuilles avec un côté rouge, un côté vert. Donc, on va pouvoir faire un court sondage spontané directement pour évaluer notre connaissance collective sur le sujet. Donc, comme c'est bien expliqué, montrez la couleur rouge si vous voulez répondre non et montrez la couleur verte si vous voulez répondre oui. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est parti pour la première question. Connaissez-vous la notion de risque psychosocial? Ouais, non, en fait, on voit bien. Ouais, au final, on voit bien. Il y a une grande majorité de verts, donc ça signifie oui, c'est super. Ça veut dire que le public est déjà quand même bien au fait de cette situation et de cette notion. Donc, on va pouvoir l'explorer ensemble. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas encore la notion de risque psychosocial, le risque psychosocial est un risque pour la santé mentale, physique et sociale engendré par une exposition à des conditions d'emploi et des facteurs organisationnels et relationnels en milieu professionnel. Et cela va potentiellement être susceptible d'interagir avec notre fonctionnement mental. Mais que reflète cette définition théorique en réalité? Donc je me tourne vers vous, Sophie Bellé-Vincent, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends parfaitement. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Pouvez-vous nous dire à quoi correspondent, selon vous, les risques psychosociaux?
Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire que il y a des particularités dans les métiers de la culture qui sont, alors ce sont des particularités qu'on peut retrouver dans les métiers du soin, par exemple, hein, mais notamment les horaires de travail, l'exposition au stress, l'exposition aux produits, euh, les, les problématiques de sommeil, le fait de ne pas pouvoir forcément s'alimenter correctement. On a aussi aujourd'hui une pression économique importante. Donc il y a des il y a différents il y a effectivement quelques spécificités. Ah oui, j'oubliais l'exposition aussi la gestion des médias numériques, c'est-à-dire tout le stress qui peut être lié à l'hyperconnexion. Oui, d'accord. Et je me tourne justement vers vous, Lucille Marie. Est-ce que les risques psychosociaux que nous avons évoqués et que Sophie aussi a évoqués se retrouvent dans le secteur du théâtre et aussi justement dans votre profession en tant que chargée de relations publiques? C'est certain. Pour parler de mes collègues du Grand Théâtre ou des amis qui travaillent dans des structures culturelles, il y a beaucoup de personnes qui vont mal dans le milieu de la culture. Il y a beaucoup de dépression, de personnes qui sont sous antidépresseurs, qui sont en arrêt maladie, beaucoup de personnes qui se réorientent. Et effectivement, par exemple, il y a aussi pas mal d'addictions en fonction de certaines catégories, à l'alcool, à la drogue. C'est quelque chose qu'on peut voir parce que les personnes vont consommer ça sur le lieu du travail. D'accord. Donc il y a beaucoup plus de risques de consommation qui va arriver en lien justement avec la gestion de santé mentale et aussi dans le secteur culturel, c'est possible, et dans le secteur théâtral. Je sais pas, mais en tout cas, c'est factuel. Et c'est vrai que la vie privée et la vie professionnelle est tellement interliée. On passe énormément de temps au travail. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent le soir, les week-ends, les jours fériés. Et donc, c'est vrai que ça se mélange en fait. Et pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, on dit qu'on fait un métier passion. Et donc, on passe beaucoup de temps sans être forcément payé. Et parce que comme on est passionné, on est payé en regardant des spectacles. Mhm. Mais quand on va faire nos courses ou quand on paye notre loyer, on ne peut pas proposer des places de spectacle en échange. Effectivement. Donc voilà. Ok, ok. J'ai donc une deuxième question pour vous, après avoir eu un peu plus d'informations sur ce sujet. Avez-vous déjà été exposé, selon vous, à un ou plusieurs risques psychosociaux, que ce soit au niveau du temps ou de l'intensité de travail, des conditions Donc il y a beaucoup de oui. Oui, je vois, il y a beaucoup, beaucoup de oui. Vos expériences vont peut-être pouvoir enrichir la discussion et justement, dans le temps, le dernier temps de la période, la dernière période de la table ronde, j'espère que on pourra justement écouter vos expériences. Il y a beaucoup de oui, mais il y a beaucoup de bras très levés, Ouais. vraiment revendicatifs. On est sur un engagement. Différents niveaux de oui, je crois. Ouais, je pense aussi. Effectivement. Puis je pense que le fait qu'il y ait énormément de oui aussi, selon moi, ça peut aussi refléter l'importance de parler de la qualité de vie au travail et dans le secteur culturel. Ce qui nous amène donc à notre deuxième thème, la qualité de vie et les conditions de travail dans le secteur culturel. La notion de qualité de vie et de conditions de travail s'introduit dans les années, plus dans les années 2000 et se développe depuis. Et nous pouvons aussi prendre en compte le cadre légal qui existe de l'accord national, l'accord national interprofessionnel, l'ANI de 2013, qui justement a pour objectif d'améliorer la qualité de vie au travail et les conditions en agissant sur le dialogue social, mais aussi en agissant sur la prévention des risques psychosociaux dont on vient de parler. Donc j'ai une autre question pour vous. Pour cette connaissance collective, selon vous, avez-vous déjà entendu parler de la QVCT dans vos structures,
personnellement. Alors, ça me paraît mitigé. J'ai pas préparé de notes si c'était mitigé. Non, c'est pas grave. Dans le fond, effectivement, c'est mitigé et justement, ça permet des deux côtés d'avoir la connaissance collective, de pouvoir aussi avoir vos expériences sur le sujet, mais on montre aussi que votre présence ici démontre en fait un intérêt pour ce sujet et pour ces défis dans le secteur culturel. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas encore la notion de qualité de vie et de conditions de travail, voici la définition émise par le ministère du Travail. C'est un sentiment de bien-être perçu collectivement et individuellement qui englobe l'ambiance, la culture de l'entreprise, l'intérêt du travail, les conditions du travail et le sentiment d'implication, le degré d'autonomie et de responsabilisation, l'égalité, un droit à l'erreur accordé à chacun, ce qui me permet important de le souligner, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué. Maintenant, je me pose la question, est-ce que qualité de vie et conditions de travail, stress au travail, risques psychosociaux, ça ne serait pas des termes différents pour parler d'une même réalité, dans le fond? Qu'en pensez-vous, Tariq Chakor? J'ai pas senti arriver la question. Merci beaucoup pour la question. Oui, enfin c'est la question de la santé au travail au sens large, différentes facettes, différentes manières d'appréhender la question de la santé au travail. Même avant les risques psychosociaux, il y avait la question du stress. On peut même, si on peut pas vraiment mettre ça au même niveau, il y avait la question du harcèlement moral, etc. Avec Marie-France Irigoyen au début des années 90, la question du stress, la question des risques psychosociaux. Aujourd'hui, il y a eu la question de la QVT, qualité de vie au travail. Aujourd'hui, la question de la QVCT, qualité de vie et des conditions de travail. On a vu émerger la question du bien-être, la question du bonheur au travail avec des Chief Happiness Officers, des responsables du bonheur au travail. On pourra peut-être en dire quelques mots. En fait, il y a plusieurs manières d'étiqueter, plusieurs manières d'appréhender la question de la santé au travail. Après, il y a différents débats, que ce soit en sciences de gestion, en sciences sociales au sens large, et j'imagine dans d'autres sciences, dans la sphère scientifique au sens large, sur est-ce que ça se vaut, est-ce que c'est le même phénomène, est-ce que c'est juste une manière d'étiqueter différemment des réalités plus ou moins similaires, est-ce que c'est une manière de voir plutôt le verre à moitié plein, plutôt à moitié vide. C'est plus facile en entreprise de parler, en entreprise ou dans des organisations, de parler de qualité de vie au travail que de souffrance, évidemment, donc il peut y avoir ce débat-là. Moi, par mes recherches, de par mes cours, j'ai plutôt l'habitude de dire que ce sont des portes d'entrée différentes, des facettes différentes qui mettent l'accent sur des choses légèrement différentes, mais au final, cela revient à parler de l'activité de travail, de l'activité réelle de travail, et c'est ce qui nécessite vraiment tout l'intérêt, c'est vraiment se rapprocher au plus près de l'activité de travail, qu'il s'agisse des industries culturelles et créatives. On a présenté plusieurs spécificités en termes d'équilibre vie professionnelle, ou plutôt de déséquilibre vie professionnelle, vie privée, en termes de flou entre ces sphères-là, de surcharge de travail, de manque de reconnaissance. Bref, on pourrait faire là aussi une liste à la Prévert, un peu comme l'ANI de la qualité de vie. Et on a volonté de tout englober, mais bon, c'est assez compliqué. Mais l'idée, vraiment, la question centrale, c'est vraiment la question de l'activité de travail, des conditions de travail, du rapport au travail. On est vraiment sur l'activité réelle de travail. Donc, même s'il existe encore une fois des débats sur parfois un QVT, c'est différent des RPS. Pour la petite histoire, moi dans ma thèse, ça a une dizaine d'années, j'avais interrogé des consultants qui se disaient spécialistes des RPS. Aujourd'hui, les mêmes se disent spécialistes de la QVCT. Donc, je me dis qu'il y a aussi une question d'affichage marketing, de suivre un peu les effets de mode, etc. Certainement, les outils ont légèrement évolué, mais dans les faits, c'est vraiment la question de l'activité de travail, l'activité réelle du travail qui se pose. D'accord. Donc, effectivement, il y a les conditions de travail qu'on peut rappeler avec qui peut se rassembler au RPS, donc l'intensité, mais en final, le sujet et l'objet central de tout ce dont on parle, c'est l'activité de travail. Totalement. D'accord, super. Et pour vous, Sophie, qu'en pensez-vous? Et pouvez-vous nous dire comment individuellement identifier une bonne QVCT ou une bonne QVT dans son travail et dans sa vie? Est-ce que ça passe par des discussions? Est-ce que ça passe par un autodiagnostic peut-être?
Alors, je suis psychologue clinicienne, donc moi, je reçois les individus qui expriment une difficulté ou une souffrance au travail. Euh, donc, je n'interviens pas directement sur les structures, sur les entreprises. Par contre, quand j'interviens en entreprise, c'est plutôt pour évoquer avec les personnes qui sont, enfin avec les salariés, les choses à mettre en place personnellement pour pouvoir améliorer son rapport au travail. Donc, sur l'organisation du travail, moi, j'interviens pas du tout. J'ai envie d'ajouter par rapport à tout ce qui s'est dit là, qu'il y a la question du sens, je crois, qui se pose depuis le Covid en fait. C'est-à-dire que c'était moi j'ai fait du management artistique avant de devenir psychologue clinicienne pendant une vingtaine d'années, et on se posait pas toutes ces questions en fait. On s'engageait dans un métier passion, effectivement, on y allait. Les horaires, c'était pas une question. Les conditions plus ou moins confortables de travail, c'était pas non plus une question. Je crois qu'aujourd'hui, il y a, dans l'étude qu'on a publiée, il y a quelqu'un qui a dit, sous prétexte qu'on fait un métier passion, on considère qu'on est corvéable à merci. Et je crois que la question se pose aujourd'hui parce que on est aussi dans la question du sens. Et je pense que il y a une question politique derrière, qu'on n'abordera peut-être pas ici, mais je crois que au moment du Covid, quand on a considéré que ces professions-là étaient non essentielles, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, ça a bousculé quelque chose. Ça a eu un impact psychique très, très fort. Pourquoi je fais ce métier finalement si je suis considérée comme si ça a si peu d'importance dans cette société, quoi. Voilà, je crois que ça a été individuellement, il y a eu un déclencheur, et notamment ça a fait émerger, mais finalement pourquoi je fais tout ça, et beaucoup de projets de reconversion professionnelle. Oui, donc l'intérêt et le sens du travail a vraiment été questionné durant cette période. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres risques psychosociaux qui ont été mis en exergue justement par rapport à cette période, que ce soit au niveau du temps ou de l'intensité du travail, effectivement aussi du fait que ces professions sont considérées comme non essentielles? Alors, je crois qu'il y a un autre élément qui est important aussi lié au Covid, c'est ce qu'on a appelé le stop and go. C'est-à-dire que toutes les équipes, puisqu'on parle aujourd'hui des équipes qui entourent les artistes, c'est-à-dire qu'on a demandé à des équipes entières d'arrêter tout, d'arrêter une tournée, d'annuler toutes les dates, et puis on repart, on remet beaucoup d'énergie à tout réenclencher, à tout réorganiser. Enfin, l'équipe du Sismic a dû vivre ça comme beaucoup d'équipes en France, et ce stop and go, ça a été épuisant. Parce que ça s'est passé plusieurs fois. Donc, pour se mobiliser psychiquement pour le travail, ça a été une source d'épuisement, de stress, et ça a pu provoquer aussi pas mal de burn-out. Oui. En lien avec la situation du Covid. Notre étude, ça a été un hasard total, mais elle a été faite au moment du Covid. Donc, les répondants ont répondu en pleine période Covid. D'accord. Les chiffres en restent très parlants par rapport à la population en général, mais ça montre quand même à quel point cette population a été malmenée. Et donc, ça a amené aussi à repenser, et là on arrive dans le domaine de Tariq, mais à repenser l'organisation du travail, les conditions de travail, enfin tous ces sujets qui sont extrêmement importants. Oui, totalement. Justement, pour faire le lien, je me tourne une nouvelle fois vers vous. Considérez-vous avoir une bonne QVCT dans votre structure? J'ai l'impression que ça tombe plutôt vers le oui. Non? Plutôt le non, moi je vois plutôt légèrement plus de rouge. Légèrement plus de rouge. Il y a quelqu'un qui n'est pas sûr?
Je connais votre structure. Attention. J'aurais mis rouge aussi. Pas de nom. Bon, si on part du rouge, en tout cas, nous sommes unis dans l'adversité. Du coup, on passe à la troisième thématique, qui est sur les stratégies ou les bonnes pratiques pour la prévention et le soutien psychosocial. On a trouvé une enquête autour des VHSS, donc des violences, du harcèlement sexiste et social. On est tombé sur un chiffre, donc une femme sur 5 pourrait être victime de harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle dans le secteur culturel. Et vu qu'on a la chance de t'avoir sur le plateau, Lucille, en tant que toi, responsable VHSS, comment on agit ou on réagit quand on a une personne victime de ça ou qu'on est témoin de ce genre de choses? Déjà, ce qui est important de dire, c'est que c'est tout récent. Ça date de 2022, l'obligation pour les structures de mettre en place des référents VHSS. L'idée, en fait, c'est si vous voulez continuer à avoir des subventions, vous êtes obligé de mettre ce dispositif-là. Donc, même si ça marche par une carotte, tant mieux, ça a le mérite d'exister. Mais ça montre que ça part pas d'une volonté en interne et que ça fait pas partie de l'ADN de la structure, en tout cas. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte que, au sein de la structure, la personne de la DRH soit formée et référente également. Ensuite, de faire en sorte que les chefs de service soient formés. Quand on dit formés, c'est une seule journée, donc c'est vraiment les grandes lignes. Et ensuite, les référents VHSS ont été formés. Donc déjà, pour moi, il y a une grosse carence parce que tout le reste des équipes ne sont pas formées. Et on a fait un webinaire pour les CD2I qui sont les hôtes d'accueil, les personnes qui travaillent au bar et tout. Donc, si vraiment vous voulez que ça soit pertinent, tout le monde aurait dû être formé parce qu'on est vraiment très en retard. C'est un peu à l'image de la société. Et il y a énormément de harcèlement environnemental. C'est-à-dire? En fait, dans la structure, mais comme dans beaucoup de structures culturelles, il y a derrière les bureaux, ce sont beaucoup de femmes, et en technique, ce sont beaucoup d'hommes. Donc on est vraiment sur un clivage de deux univers. Et en fait, le sexisme ordinaire a beaucoup de place, il y a beaucoup de blagues, de réflexions, enfin blagues entre guillemets. Et donc, voilà, on est souvent témoin de réflexions qui ne devraient pas exister. Et comme ce sont des personnes qui n'ont pas été formées, pour elles, ce ne sont pas C'est normal. graves. Voilà. Pour avoir déjà été témoin de ça, ça a été compliqué parce que c'est un discours pas forcément construit où on leur dit que ça c'est pas possible parce que c'est du harcèlement environnemental, en fait de faire des blagues du sexisme, de dire bah, tu mets des jupes donc c'est normal que tu veuilles qu'on te regarde et tout. Et quand on parle avec eux, ils disent mais non, en fait le harcèlement c'est en one-to-one. Donc bah non, pas du tout. En fait le harcèlement environnemental fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont plus manger le midi au foyer technique parce que justement c'est une ambiance pas forcément sereine. Et donc je suis allée rapporter ces faits-là à la DRH qui a dit mais c'est une fois une parole, c'est pas grave. Et il a fallu qu'une autre personne qui travaille dise non mais en fait c'est tout le temps donc voilà. Et donc à l'issue des propos qui étaient des propos vraiment très vulgaires, qui étaient ça se voit que tu veux lui bouffer la chatte. Je vous le cite pour que vous voyez à quel endroit on se situe. En fait la parole de l'autre est forcément de suite mise en question. Et donc ça, c'est vraiment spécifique au VHSS parce que quand vous allez vous faire voler votre portable, on va pas vous dire, bah, en fait, c'était un iPhone dernière génération, donc vous aviez envie de vous faire voler. Et donc, du coup, il a fallu que on monte ça un peu plus haut.
Ça a été parlé à la direction et ensuite la personne qui a verbalisé ses propos, étant intermittent, a été recadrée et on lui a dit quand même que si c'était redit, il serait viré. Mais voilà, c'est tout. Et moi, j'avais demandé à ce qu'il y ait une formation express avec la technique et ça a été refusé parce que ça coûte cher. Ok. Et si il y a eu la formation VHSS, c'est parce que aussi ça a été payé par la FDAS complètement et que ça n'a pas coûté d'argent à la structure. Ok, donc les choses prennent du temps à changer quand même, malgré tout. Oui, et ben surtout, enfin, ça découle de la direction aussi, donc ça dépend aussi des envies en interne. Et comme c'est très pyramidal, Ouais. ça ruisselle pas forcément. Sur Ouais, ok, merci. Et du coup, peut-être Tariq et Sophie, vous pouvez répondre chacun. Comment, en tant que manager, on peut pallier à ces risques psychosociaux et comment agir sur les conditions du travail? Sophie, je ne sais pas si tu veux. Vas-y, vas-y. Vas-y. Merci beaucoup. Pour agir, souvent on distingue trois leviers. On distingue trois leviers, comme je disais, pour parler au final du travail, de l'activité réelle de travail. L'idée, il y a trois leviers en général. C'est les conditions de travail. Ça, c'est assez classique hein, sur on va dire voilà, tout l'environnement de travail, agir à différents leviers. Ça peut être la température du bureau, ça peut être la disposition des structures, des infrastructures, etc., des bureaux, etc. Donc ça, c'est assez basique. Les conditions de travail peuvent avoir le fait d'agir sur les conditions de travail peuvent améliorer la santé au travail. Ça, c'est assez basique. La question du contenu du travail, on parlait du sens. Sophie parlait du sens tout à l'heure. Donc évidemment, faire un travail qui va être vecteur d'épanouissement, qui va permettre de se réaliser, qui va permettre là où on l'a vu, notamment pendant la période de crise sanitaire, c'est tous ces questionnements, ces re-questionnements sur qu'est-ce que je fais, quelle est l'utilité, qu'est-ce qui me pousse à me lever le matin, surtout quand il y a tout ce débat sur l'utilité ou la non-utilité en creux de certaines activités. Donc évidemment, le contenu du travail, agir sur le contenu, c'est un levier d'action, un levier managérial pour améliorer la santé des individus et des collectifs. Et enfin, il y a la capacité d'expression et d'action. On y pense un peu moins, mais c'est le fait de pouvoir se prononcer sur son travail, d'avoir d'une part des marges de manœuvre, mais aussi une capacité à s'exprimer, à faire remonter des informations toujours par rapport au travail réel. C'est-à-dire pouvoir dire à un moment donné dans une organisation, la manière dont on me prescrit le travail, dont on m'impose le travail, ne me convient pas. Je souhaite plutôt réaliser l'activité de cette manière. C'est la capacité à pouvoir s'exprimer sur son travail. C'est un levier dont on n'a pas forcément tout le temps conscience, mais on voit émerger de plus en plus, que ce soit encore une fois dans les ICC, dans les industries culturelles et créatives ou dans d'autres secteurs d'activité, bien sûr, tous ces espaces de discussion qui ne sont pas des groupes de parole où ce serait une logique où on va uniquement se plaindre de son travail pour faire vite, mais les espaces de discussion, il y a pas mal de littérature sur le sujet, que ce soit même beaucoup de littérature francophone sur le sujet, sur ce qu'on appelle les EDD, qui font émerger, qui développent, qui défendent l'idée de créer des espaces au sein de à différents niveaux de l'organisation pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir laisser de l'espace aux individus, aux opérateurs pour s'exprimer sur leur rapport au travail, les quiproquos rencontrés, les difficultés et essayer de co-construire quelque chose qui aboutirait à une amélioration de leur santé au travail. Donc en résumé, c'est vraiment les conditions de travail, le contenu du travail et la capacité d'expression et d'action sur son travail. Ce sont souvent les trois leviers qui sont identifiés pour améliorer la santé, encore une fois, des individus et des collectifs. Ok, donc du coup, il y aurait cette idée dans les structures, d'accorder un temps collectif avec la plupart des salariés et toutes les parties prenantes idéalement, voilà, idéalement des opérateurs jusqu'au management de proximité, jusqu'au cadre, la médecine du travail parfois, l'inspection du travail si elle a le temps, c'est assez compliqué, toutes les parties prenantes des institutionnels, etc. Sachant que moi je fais un cours en M2 sur la santé au travail et souvent je commence en disant que c'est l'affaire de toutes et de tous. La question de la santé au travail n'est pas un champ tous concernés par tout le monde est concerné évidemment, et donc via ces trois leviers qui sont habituellement
qui sont habituellement identifiés et qui peuvent être mobilisés. Tout le monde peut agir et tout le monde a un rôle à jouer, encore une fois, tant au niveau individuel, collectif, organisationnel, institutionnel aussi, on n'en a pas trop parlé, et que ce soit de manière préventive ou de manière curative. Une fois que le mal est là, bien évidemment, il faut le traiter, il faut des cellules d'écoute psychologique, une volonté de réhabiliter les individus au travail, des formations aussi, mais aussi idéalement, mieux vaut prévenir que guérir, bien évidemment. Donc agir en amont sur l'organisation et sur les 3 leviers que j'ai cités. Ok, merci. Sophie, si vous voulez compléter. Oui, alors moi, du coup, je vais compléter. Je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Tariq. Je crois que le dialogue, c'est vraiment la première clé. Je peux compléter en parlant de choses qu'on peut faire individuellement, hein. C'est de pouvoir de s'autoriser des temps de repos, de récupération, parce que le stress, c'est quelque chose le stress à répétition sans temps de récupération, c'est quelque chose qui amène au burn-out, à l'épuisement professionnel. Donc d'avoir cette conscience que l'hygiène de vie est très, très, très importante. Ensuite, quand on se sent, je pense que c'est important aussi de ne pas avoir peur d'aller consulter. C'est-à-dire quand on commence à se poser des questions, quand on se pose des questions sur ses consommations d'alcool ou d'autres choses, sur son sommeil, sur le fait qu'on se sente un peu déprimé, qu'il y ait des choses qu'on ait moins de motivation. Enfin, il y a des signes comme ça qui peuvent nous alerter et ne pas attendre de tomber malade, mais de vraiment prendre un rendez-vous pour une consultation. Ça peut se faire via l'INSART, hein, et puis faire un point. Où j'en suis? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai besoin de vacances? Est-ce que j'ai besoin de faire une thérapie? Voilà, faire un état des lieux de sa situation individuelle, pouvoir partager avec quelqu'un ce qui se passe. Parce que ça, c'est un autre phénomène aussi. Souvent, c'est pas entendu dans les familles. C'est-à-dire, tu fais un métier passion, qu'est-ce que tu nous embêtes? Forcément, ça doit aller bien, quoi. Donc c'est important de pouvoir parler avec quelqu'un de tous ces questionnements et voilà ce que je pourrais dire. Après, je pense que aussi je pense que dans les milieux de la culture, on est en train de changer de paradigme. C'est-à-dire que effectivement, toutes ces questions que vous vous posez, que votre génération se pose aujourd'hui, y compris par rapport aux violences sexistes et sexuelles, hein, c'était pas du tout des questions il y a 20 ou 30 ans. J'en parle souvent avec des personnes de ma génération, hein, qui ont plus de 50 ans. On trouve fabuleux en fait ce qui se passe, mais nous on avait appris à se protéger, à mettre à distance, mais ça faisait partie du truc, quoi. Et là, heureusement, on n'est plus du tout dans cette situation-là et que la nouvelle génération est en train de dire mais on n'est pas d'accord, c'est pas normal ce qui se passe. Et je trouve que c'est aussi tout à fait passionnant d'accompagner ce mouvement vers une réinvention de ce métier. Donc et la façon dont on l'aborde professionnellement, personnellement. Et donc ça va prendre du temps parce que il faut tout déconstruire pour pouvoir reconstruire. Et forcément, on fait face à un certain nombre de résistances, quoi. Voilà. Merci. Mais j'ai peut-être une question quand même par rapport au temps de parole accordé. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que dans une structure, ce serait important de mettre en avant le côté ressources humaines, d'avoir justement, c'est parfois quelque chose qui manque dans les structures culturelles, des pôles de personnes en ressources humaines. Est-ce que c'est vers ça où il faudrait peut-être se diriger, ou est-ce que c'est vraiment au contraire pas forcément je sais qu'au Grand Théâtre de Provence, il me semble, il y a un pôle des ressources humaines. Je sais que dans ma structure, par exemple, il n'y en a pas. Je ne sais pas pour toi, Vicky. Mais est-ce
Est-ce que toi, Lucille, par exemple, tu as déjà été dans une structure où il y avait un pôle ressources humaines et une autre structure où il n'y en avait pas? Est-ce que tu sens une différence par rapport à ça ou pas? Pas du tout. Euh, non pas que cette Merci. question soit absurde, c'est juste que, par exemple, les ressources humaines, elles sont vraiment rattachées psychologiquement à la direction auprès des personnes. Alors, je suis pas sûre que ça serait Faudrait qu'il y ait pertinent. plus un écart. Mais il y a une telle hétérogénéité en fait des organisations, encore une fois dans le secteur culturel, mais dans d'autres secteurs, les ressources humaines ont la place qu'on leur donne. Parfois, il y a cette représentation du bras armé entre guillemets de la direction. Parfois, il y a une vraie volonté d'avoir de certaines marges de manœuvre. Là, c'est la santé au travail des ressources humaines. Ça, c'est autre chose. Il peut y avoir plusieurs manières de gérer, de manager les ressources humaines. Et souvent, dans le secteur culturel, on est quand même généralement, j'ai pas de chiffres précis en tête, mais plutôt sur des petites organisations, sur des petits collectifs. Avoir quelqu'un qui gère grosso modo l'administratif au sens large, qui englobe la compta, la RH, etc., c'est déjà quelque chose de positif, c'est déjà beau. Donc là, potentiellement, ça peut paraître compliqué d'avoir une personne dédiée à ces questions-là, aux questions humaines plutôt que voilà, aux ressources humaines. Mais après, c'est une manière aussi de se poser la question comment, dans une petite structure de moins de 5 personnes, on peut s'approprier, et il existe des manières de le faire, des leviers, la question de la santé au travail. Ce sera fait différemment que dans des organisations avec 10 personnes, 50 personnes ou 150 personnes. Mais vraiment, souvent en RH, on parle de la dimension contingentielle, le côté contingent, adapté il y a une prise en compte du contexte spécifique. Donc on ne fait pas des RH, on ne manage pas les RH, et donc a fortiori la santé au travail de la même manière dans toutes les organisations, et même dans le secteur culturel, il peut exister, parce que voilà, moi je m'intéresse beaucoup à l'industrie du rap, très précisément. Je vois un peu de loin tout ce qui se passe dans le théâtre, dans les spectacles vivants, les arts vivants, je ne sais plus l'appellation, Spectacle vivant, ouais. spectacles vivants, qui en fait partie, hein. Mais forcément, de par le processus, on va dire l'héritage historique, il y a une manière de gérer, notamment dans les labels par exemple, d'appréhender cette question-là, qui va être différente dans d'autres secteurs, dans d'autres sous-ensembles du secteur culturel, et a fortiori encore une fois dans d'autres secteurs. Donc vraiment cette dimension, gérer les ressources humaines de manière spécifique en prenant en compte les spécificités de chaque organisation, c'est quelque chose qui est indispensable. Et c'est aussi une manière d'améliorer, de s'approprier ces questions-là, et parfois d'améliorer ses propres conditions de travail. Donc c'est vraiment tout un débat qui doit avoir lieu à chaque niveau et pour chaque organisation. Ok, merci beaucoup. On va passer à la dernière question pour le public. Oui, avant ça, j'aurais peut-être juste une dernière question pour les intervenants, justement. Lucille, vous aviez parlé du fait que faire des formations pouvait coûter trop cher. Donc, c'est une des premières résistances à l'installation de pratiques, que ce soit pour la QVT, pour la prévention des risques psychosociaux, ou pour justement aussi sensibiliser sur le stress au travail. Est-ce que vous connaissez d'autres formes de résistance qui ne soient pas que dues au fait que ça coûte cher? Est-ce que ça prend du temps? Est-ce que... Pour moi, c'est simplement une volonté, en fait. Ouais, Donc, on le veut, on le peut. c'est tout. Ouais. Si nous, c'est un directeur Mhm. qui, après, qui est tout en haut de la pyramide. S'il souhaite, tout est possible de le faire. Et à partir du principe où il dit qu'il a 4 filles, qu'il est féministe C'est et que vrai. ça lui suffit, Mhm. C'est voilà. vrai. Ok. Mais bon, par exemple, dans l'entreprise, on est interdit d'utiliser l'écriture inclusive. Il le souhaite pas, donc Ok. ça dénote de la mentalité et de son endroit. Interdit. Ouais, c'est interdit. Ouais. Donc voilà. Et puis l'argent, c'est pas l'argent des formations, il y en a. À la fin de l'année, il y a un reliquat et de vite, on doit faire une formation Excel ou d'anglais. Donc voilà. C'est Si possible. on peut complètement. Ouais. Donc c'est ça, effectivement, j'ai l'impression que ça revient beaucoup. Sophie, vous vouliez intervenir? Oui, je pense que c'est. Alors, moi, je connais plus le secteur des musiques actuelles, hein. Je pense que pour les petites structures, c'est pas. euh, c'est. Ça peut être aussi un manque de temps, de disponibilité, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose à repenser. C'est pas forcément
Je, je- je- Après, dans les grandes structures, hein, on a des discussions aussi en major avec certaines maisons de disques qui nous disent, qui sont bien conscients que ce sont eux qui rendent malades leurs artistes et leur personnel. Et ils sont en train de se dire, mais comment on peut changer ça? Donc, ils ont fait intervenir, eux, ils ont des moyens, ils ont fait intervenir tout un tas de gens, et ils sont venus nous voir pour réfléchir avec nous ces questions-là. Mais je crois que quelquefois, même avec une bonne volonté, il y a un contexte économique, des contraintes technologiques, il peut y avoir des éléments aussi, c'est pour ça que ça va prendre du temps. Je suis d'accord, c'est une question de volonté, mais je pense que c'est important de prendre en compte que c'est vraiment une grosse machine à faire bouger. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Par exemple, dans l'industrie musicale, les directeurs artistiques sont en permanence connectés, mais quasiment nuit et jour, quoi. C'est-à-dire que, alors on a discuté avec eux de ce genre de choses, mais la peur de perdre, et ça, finalement, personne leur demande comment on gère ce genre de choses. Comment on gère le fait d'être à un poste ou à un endroit où on est connecté en permanence, parce que si on rate quelque chose, ça a des conséquences sur le travail de la semaine suivante, par exemple. Et donc, c'est repenser tellement de choses que je pense que ça va prendre vraiment du temps, quoi. Et, et je pense que pour les directions, des entreprises petites ou grandes, ça demande aussi une telle remise en question que ça peut prendre du temps. Et je pense que le dialogue, là aussi, est important. Oui, effectivement, comme vous aviez dit, on n'est pas encore revenu sur ça, mais il y a aussi le droit à la déconnexion qui peut justement rentrer Ouais. et potentiellement favoriser le stress au travail dans ce secteur. Merci. On va passer à la dernière question que j'aimerais bien qu'elle apparaisse sur le tableau parce que je la connais pas par cœur et que je l'ai pas notée. Sinon, je l'ai Si tu aussi. la connais. Donc du coup, connaissez-vous d'autres stratégies de prévention et de soutien psychosocial? J'ai l'impression que c'est une majorité de non. Ouais, moi Ah. aussi, j'ai l'impression. Est-ce que les personnes qui disent oui veulent prendre la parole et en parler? Ouais, Oui, je vais. Il y a Carla qui court avec le micro jusqu'à vous. j'arrive. Est-ce que ça marche? Oui. Super. Il est allumé, il est Ah, allumé. il marche tout seul, c'est super. Bonjour à tous, Christine Joly, je suis directrice du développement pour Tali Santé. Alors Tali Santé, c'était plus connu sous le nom de CMB avant. On a fait une fusion en 2021 au moment de la loi, la réforme de la santé au travail. Alors c'était très intéressant tout ce que vous avez dit. D'abord, je trouve que ce côté prendre le pouvoir, empowerment, on le dit en anglais, il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, mais je trouve que c'est intéressant tout ce qui se passe actuellement. Hein, le fait que sur toutes ces professions des industries culturelles et créatives, il y a vraiment le collectif est en train de se mettre en place, et tant mieux, parce que, alors je vais prendre la casquette santé au travail, hein, prévention, service de santé au travail. C'est vrai que les grosses structures, elles sont beaucoup plus équipées. Il y a des visites qui sont plus régulières, même si tout le monde râle en disant il n'y a pas assez de médecins du travail, on n'a pas de visite, etc. Mais c'est quand même organisé. Pour les intermittents, pour toutes les petites associations et tout, c'est plus compliqué. Et on se rend bien compte, nous, ce qui nous revient, c'est que quelqu'un qui a envie de travailler et de continuer à travailler, il va pas forcément dire à son médecin du travail ou à l'infirmier en santé au travail qu'il a un problème, que ça va pas, qu'il commence à avoir des douleurs, qu'il commence à pas se sentir bien, tout ce qui a été très bien décrit par Sophie, et on travaille avec l'INSART notamment, et par Tariq. Mais je trouve que voilà, il faut faire fonctionner le collectif. Alors,
Nous, on est organisé, on a un service qui est plutôt parisien, sectorisé sur différents points, mais on n'est pas présent en termes de visite directe. Par contre, on a des services de santé au travail. Je vais en voir un cet après-midi, celui d'Aix-en-Provence, avec qui on travaille sur une délégation parce qu'on a un accord national pour le suivi des intermittents du spectacle. Et on travaille à plusieurs niveaux. Alors, au niveau de la prévention, notamment, on travaille sur des contenus digitalisés de prévention qu'on va mettre à disposition des services de santé au travail sur tout le territoire français et qui seront donc partagés pour tous les intermittents qui le souhaitent. On est en train de renégocier des accords pour que ce soit beaucoup plus inclusif, beaucoup plus qu'on ait une prise en compte de tout ce qui se passe actuellement. Et je pense que voilà, au niveau associatif, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Vraiment, je laisserai mon contact et tout, parce que je trouve que c'est très important que toute cette jeunesse qui a effectivement pris conscience de choses dont tous les aînés n'ont pas été conscients, le fasse, et peut-être dans un dialogue, hein, parce que je pense qu'effectivement, on ne va pas faire tout bouger. Il y a des gens qui malheureusement font très bien qui sont très bons spécialistes en industrie culturelle et créative, pas forcément des bons managers. Il faut les aider, qu'un service de prévention et de santé au travail, il est là pour ça, et que dire la vérité c'est compliqué. Donc, utiliser le collectif, les prises de parole pour sensibiliser les politiques, faire bouger les choses, c'est très important. Et voilà, c'est un levier, ça prend du temps, c'est vrai, mais il ne faut pas hésiter. Et on intervient beaucoup en région. On est présent à la fois pour faire des visites médicales, par exemple à Avignon, au MAMA, enfin tout ce qui est grands événements musicaux, les Nuits de Fourvière bientôt. Et puis surtout sur des prises de parole pour expliquer, pour convaincre, pour faire bouger les lignes petit à petit, et ça prend du temps. Voilà, mais en tout cas, je suis très contente d'être là ce matin et demain matin pour assister à tous ces changements. C'est super, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des... Ouais. Bonjour, donc je m'appelle Marie Potier, donc moi je travaille au Sismic, donc déjà merci beaucoup d'être là, c'était très intéressant quand j'ai vu que vous étiez là, je voulais absolument participer sur une question qui est extrêmement importante dans le milieu de la culture notamment. Donc ici je suis attachée de communication digitale, avant ça j'étais manager dans une structure culturelle citoyenne d'Aix-en-Provence où j'ai managé une équipe d'une 15aine de personnes. Et avant ça, j'ai été aussi manager dans le commerce. Je pense que sur les stratégies de prévention, de soutien, il y a beaucoup de connaissances chez les managers notamment, où on voit beaucoup de managers qui ne sont pas formés. Donc il y a déjà vraiment une question de formation des managers et en interne quand on recrute aussi. Et il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est connaître ses droits au travail. J'ai remarqué beaucoup que, et moi y compris quand je suis rentrée dans la vie active, quand j'avais peu connaissance des droits au travail, notamment des documents du genre la DUERP, si je ne dis pas de bêtises, qui est la Déclaration universelle des risques psychosociaux. DUER. Document unique, Document unique. évaluation des risques. DURP. Ça, DURP. Le document unique. C'est ça. Donc, qui est obligatoire dans chaque structure et qui est censé être affiché sur l'affichage légal. Et c'est un document que moi, je ne connaissais pas. Et en fait, j'ai remarqué qu'on est beaucoup à pas les connaître. Et souvent, on communique pas aussi dessus. Les employeurs communiquent peu. Donc, je pense qu'en tant que manager, c'est aussi son rôle de donner à son équipe les clés aussi des droits et d'informer pour savoir aussi à quoi on a le droit et qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal. Voilà, donc je pense qu'il y a une logique d'information, une logique de promouvoir, voilà, de donner libre accès à cette information qui est aussi importante. Voilà. Merci. Merci. Il y a une autre question. Ouais. Alors, pardon, c'était pas vraiment une réponse à la question, c'est plus une remarque, mais c'était, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'était plus pour dire que je pense pas que les autres acteurs du secteur culturel n'avaient pas conscience de ces problèmes-là. Je pense que ça existait et tout. C'est juste que ça a été banalisé et minimisé.
notamment sur des trucs qu'on pas, enfin, je sais pas comment expliquer, mais genre des regards, du chantage, par exemple, au travail et tout, c'est aussi des choses qui se font. Et en fait, quand on est mis sous pression, par exemple, par certaines personnes, je reparle des violences, enfin je sais pas si c'est clair du tout ce que je dis, c'est pas clair. Si, Pas si. de souci, Si, pas si, de si. souci. Bah voilà, on peut être complètement en fait mis dans des situations de pression et d'emprise qui font qu'aussi la communication parfois elle est pas évidente et elle est pas Et pas libérée. c'est stressant. Elle est pas si évidente que ça en fait et c'est vrai qu'aller parler et moi je veux dire je n'ai aucun lien avec le monsieur que je vais voir pour la rencontre à la médecine du travail et je lui sens pas de lui dire ouais ben en fait le mec qui est mon boss il est comme ci comme ça quoi parce qu'il n'y a pas de lien et que il y a aussi ouais un mutisme je pense autour de toutes ces questions-là et du fait qu'on en a honte la position de victime aussi c'est pas à nous d'avoir honte, je le redis, mais voilà. Voilà, donc c'était, je parle dans ma tête, mais voilà, je le parle au micro quand même. Voilà. Merci beaucoup. Non, juste pour rebondir, la question de la confiance aussi vis-à-vis de la personne à qui on va s'adresser. Et évidemment, c'est quelque chose qui est décisif, qui peut être un frein. On peut rentrer dans une certaine forme de déni. Il y a des tabous, on l'a dit, qui se lèvent petit à petit, mais encore faut-il avoir la personne prête à accueillir cette parole, à la faire remonter, à la gérer, à la traiter réellement, parce que parfois ça peut accroître le sentiment de mal-être une fois que l'on s'est confié. Peut-être que en l'absence en l'absence de retour ou potentiellement dans une volonté où on passe de statut de victime à un statut de coupable en disant c'est peut-être votre faute, etc. Pour les VHSS j'ai plus l'ordre des lettres très précis, ou d'autres formes, évidemment, ça peut être tout à fait problématique. Donc on retrouve une question de gestion de cette question-là, de traitement de cette question-là, et évidemment, ça peut être. Il faudrait pas que le fait de s'exprimer contribue à aggraver la situation. Et ça reste très compliqué. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est important de libérer la parole, mais c'est aussi important d'avoir une bonne réception de cette parole et qu'elle soit écoutée et, dans la bienveillance, quoi. Il y avait une dernière question. Dernière, je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait Lorraine qui avait une question. Oui, donc Lorraine Ciccolini, mais bon là je suis en terrain connu. J'ai pris quelques notes et effectivement, lorsque j'ai vu apparaître le terme soutien psychosocial, on a parlé, enfin vous avez émis des solutions, notamment des temps d'écoute, des temps de parole. Il y a notamment des groupes de discussion qui se mettent en place. Éventuellement, en solution supplémentaire, qui serait une stratégie peut-être plus ludique, autre, en tout cas qui viendrait compléter les formations et puis aussi le fait de connaître ses droits. Ce serait créer du lien, en fait, créer du lien inter-équipe, mélanger les personnes et faire fonctionner le collectif. Je rebondis sur ce qui a déjà été proposé. Et l'idée serait de mieux se connaître pour mieux vivre ensemble. Et donc, pouvoir créer des espaces, alors soit de jeu, on reste dans le ludique complet, mais savoir avec qui on travaille en fait. Savoir que derrière la casquette qu'il porte, ou les casquettes qu'il porte, il y a quelqu'un qui a ses problématiques, qui a sa vie, sa famille. Et je trouve ça toujours intéressant de prendre l'humain dans ce qu'il est, dans sa globalité. Et pas seulement de ce qu'il doit faire en tâche ou doit apporter à une structure. Voilà, c'était en tout cas mon apport aujourd'hui. Et merci beaucoup pour ces échanges. Merci beaucoup. Je peux rebondir vraiment. t'en prie. Je veux pas accaparer la parole, mais merci beaucoup. Mais j'ai vu certaines situations lors de recherche empirique où certaines personnes ne souhaitaient pas, souhaitaient préserver. J'avais fait une étude sur l'impact du sport en entreprise sur la santé physique, mais aussi mentale, psychosociale, etc. Et je me rappelle de salariés qui disaient, mais moi,
je viens, je fais mon boulot, ils me connaissent pour telle activité, telle fiche de poste, je fais ça, et je ne veux pas leur expliquer, je ne veux pas leur parler de mes enfants, je ne veux pas leur parler de ma vie privée, je ne veux pas leur parler, etc. Donc parfois, les blocages peuvent venir de la personne elle-même qui ne souhaite pas forcément être dans cette optique de partage, de présenter qui se cache derrière le manager, le cadre, l'opérationnel, etc. Donc, au niveau théorique, je vois très bien l'idée et c'est tout à fait intéressant de construire du collectif et du sens en se connaissant un peu mieux, en interagissant, en mélangeant, en jouant sur toute la dimension ludique, etc. Dans les faits, certains salariés qui vont dire, moi, je viens, je fais mon taf, je pointe, je m'en vais et après, c'est terminé. Donc, au niveau théorique, je comprends totalement. Au niveau pratique, parfois, oui, bah, team building, parfois, j'ai en entretien des salariés qui me disent, mais si c'est pour faire c'était quoi l'expression? Des courses de sac à patates, vous voyez un peu les courses comme ça, en disant, moi, j'ai pas le temps de faire ça, en fait, hein, j'ai des enfants, voilà, il faut que je m'occupe de ci, il faut que je m'occupe de ça, etc. Donc, il y a aussi, encore une fois, niveau théorique, on voit bien cette idée d'interagir, de mélange, de partage, etc. Dans les faits, et ça pose aussi la question, et je m'arrête là, la question du rapport au travail. Quel rapport j'ai au travail? Est-ce que je vais au travail avec cette volonté de partager ou d'améliorer mon bien-être, mais également le bien-être de mon organisation? Quel rapport, quel sens j'ai vis-à-vis de mon travail? Ou alors est-ce que j'ai un rapport, comme certains, à l'extrême des jobs alimentaires? Je viens, je fais mon taf et je m'en vais et j'ai ma vie à côté. Donc, et ça se respecte aussi. Donc, concrètement, c'est assez. Mais c'est vraiment l'importance de l'échange et de la co-construction. C'est tout l'enjeu. Il nous reste 5 minutes. Avant ça, est-ce que Sophie, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, peut-être rebondir un peu sur ce que vient de dire Tariq. Il y a assez peu de jobs alimentaires dans ce secteur-là, finalement. Il y a beaucoup de jobs mal payés, mal rémunérés, mais il y a toujours une aspiration, un espoir. Donc, effectivement, je crois aussi que la question de la parole, elle est importante. Et puis, alors ça, c'est d'un point de vue psy aussi, c'est d'avoir des endroits où on peut penser les choses ensemble. Hein, parce qu'on est quand même dans une société où tout va très vite. Et pour reprendre une vieille phrase, nos minutes de cerveau disponibles sont souvent happées par les ordinateurs, par l'urgence des choses. Et prendre le temps de se poser et de réfléchir une question ensemble, ça devient très rare en fait. Je le vis aussi dans l'association, hein, de réussir à réunir tout le monde pour pouvoir penser ensemble à un moment, c'est compliqué. Et je crois que si on arrive à mettre en place ce genre d'espace où effectivement il peut y avoir du dialogue et une réflexion commune, ça va aider beaucoup au mouvement vers le meilleur. Pour ce sujet. Merci beaucoup. Est-ce que vous aviez d'autres ou des dernières questions avant de clôturer la table ronde? Oui, c'est bon. Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais réagir sur un peu ce qui vient d'être échangé. Enfin, en fait, sur la proposition de Lorraine, je verrais une façon de concilier un peu ce qui a été dit avec d'autres choses. Je suis preneur. Lorraine propose de plus de transversalité, peut-être plus d'échanges entre les différents services, d'avoir plus conscience des réalités des autres au sein d'une structure. Tout à l'heure, Lucille parlait du fait que le service RH n'assumait, en tout cas dans la structure dans laquelle tu es, n'assumait pas vraiment le rôle de la partie humaine, en fait, plus la partie ressources, finalement, la partie financière, etc. Est-ce que du coup, en fait, Lucille, le rôle d'un CSE, ça pourrait pas venir pallier à ce manque de la part des fonctions RH, c'est-à-dire d'avoir un organisme, donc le CSE, c'est le comité social de l'entreprise, un organisme qui est composé de représentants volontaires élus par les employés, qui sont forcément des gens qui ont à cœur ces sujets-là,
qui peuvent proposer une autre forme d'écoute aux employés, puisqu'ils sont pas là pour défendre à tout prix la structure quelque part contre l'employé. Et est-ce que tu penses que ça marche dans ta structure, et est-ce que tu penses que ça pourrait marcher aussi dans d'autres structures culturelles, peut-être des plus petites aussi? Tu veux dire dans la tienne aussi, de structure? Je pense que c'est possible, mais que peut-être pour répondre à ce que vous disiez, moi j'ai pas envie de faire des courses de sac à patates parce que j'ai des enfants et tout. Si c'était aussi organisé par la direction sur le temps de travail, peut-être que ça allierait les deux en fait, ou ça peut être proposé par le CSE, mais que ça soit sur le temps de travail, en fait, ça signifie autre chose et c'est pas le plus qu'on fait si on va organiser un apéro pétanque au Tolonais, tu vois. Enfin, je pense que si vraiment ça fait partie de l'obligation et que les gens sont rémunérés pour ça, peut-être que ça changerait autre chose. Mais je pensais pas forcément à la partie team building, plus à l'écoute en cas de harcèlement et ça, c'est le cas, vous assurez. Ça, c'est le cas. Mais je pense que le CSE, ça reste toujours, même si on est élu et que le directeur du CSE est le directeur de la structure, ça reste quand même le à côté. C'est en plus, c'est un palliatif, mais si ça faisait partie plus du squelette de la structure, je pense que ça serait un signal plus fort, ça serait plus légitime. Je sais pas si je réponds à ta question, Raphaël. Il y avait une autre question juste là. Il y a beaucoup de questions. Alors, en fait, moi, c'était plutôt une remarque qu'une question, parce que au-delà pour plutôt s'exprimer sur sa santé mentale et tout ça, on sait que c'est déjà assez compliqué en général de pouvoir révéler des faiblesses dans un monde professionnel. Je pense qu'aussi la spécificité du monde culturel, c'est que c'est un petit univers où à peu près tout le monde se connaît, et il y a beaucoup de connexions aussi entre différentes structures. Et je pense que donc la peur aussi de pouvoir s'exprimer sur ce genre de sujet peut aussi être liée au fait que ça puisse se savoir au-delà du cadre juste de son entreprise, ou même si c'est une entreprise, si c'est dans le cadre de l'entreprise, si c'est une toute petite structure, que tout le monde soit au courant que ça va pas bien et que du coup on peut être un peu identifié en tant que lanterne rouge. Et comme il y a beaucoup de dépendance aussi dans le milieu vis-à-vis du monde professionnel, qu'on cherche pas à régler le problème, mais qu'on va chercher à évincer la personne qui ressent ce genre de problème de santé mentale. Du coup, je ne sais pas si c'est une question qui peut être considérée aussi dans la façon d'accompagner ces personnes-là. Je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'interlocuteur, mais c'est vrai qu'il faut une forme de courage, à mon avis, pour s'exprimer sur ses sentiments. Et donc, effectivement, pouvoir le révéler dans un domaine où il y a beaucoup d'interconnexions, ça peut être plus ou moins compliqué. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose sur laquelle vous avez potentiellement pu réfléchir jusqu'alors. Voilà. Me concernant, ça repose, merci beaucoup pour cette question, remarque, etc. Ça repose la question qu'on a énoncée tout à l'heure de la réception de la parole, le fait d'émettre, de dire les choses, mais encore faut-il qu'on ait quelqu'un ou un individu ou un groupe en face qui ait les instruments, là on parlait de formation également des managers, etc., pour accueillir cette parole et pour la traiter. Donc ça évidemment c'est la question aussi, le risque d'être stigmatisé, d'être classé comme vulnérable, comme fragile, et donc d'être potentiellement mis au banc de l'organisation, marginalisé, etc. Et encore plus d'avoir une réputation dans un petit secteur. Sur ça je partage totalement, où on dit fais gaffe, un tel n'est pas fiable, un tel, etc. Il y a cette logique un peu d'individualisation de l'origine des mots, en disant mais en fait c'est cette personne qui est fragile, qui est vulnérable, qui n'est pas faite pour ce métier, qui n'est pas faite, etc. Donc ça c'est un vrai risque, bien évidemment. Encore une fois, ça pose la question de l'accueil, enfin pour moi ça pose la question de l'accueil de cette parole et de son traitement, et aussi faut-il encore une fois que les managers notamment soient formés pour écouter cette parole et pour savoir soit rediriger vers
des structures telles que la médecine du travail, telles que des associations, etc., soit pouvoir la gérer avec, et que ce ne soit pas une manière de marginaliser quelqu'un à terme, bien sûr. Merci. Avant d'enchaîner sur la dernière question, nous souhaitions quand même remercier Sophie Bellé-Vincent qui a d'autres obligations. Donc avant de partir, on souhaitait quand même vous remercier d'avoir été présente ce matin. Merci. Merci beaucoup. Sophie. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. À bientôt, merci. On va se retrouver pour rediscuter de tout ça, je pense. Merci. Salut à Merci. tous. Au Merci revoir. Sophie. Au Merci, revoir. au revoir. Bonjour, moi je m'appelle Samuel. Donc j'avais deux points desquels on a discuté. Mais globalement, moi j'ai l'impression, enfin je le ressens comme ça, que ce point-là de la santé mentale au travail, tout ça, suit un petit peu le même parcours qu'il y a quelques années pour les VHSST, enfin les VHSS et au travail aussi, cette étape de conscientisation, tout ça. Donc premier point, c'est sur cet interlocuteur justement. Est-ce que c'est en discussion ou est-ce qu'on pourrait voir naître des référents comme on en voit aujourd'hui dans les entreprises qui sont un petit peu importantes, des référents VSST qui sont dédiés à ça et qui sont formés pour ça. Et il est important pour moi je trouve que les managers soient sensibilisés à ce sujet-là. Mais est-ce qu'on voit venir des personnes qui sont spécialisées, dont c'est vraiment le poste dans l'entreprise en tout cas et qui sont dédiés à ça? Donc ça, c'était ma première question. Et deuxièmement, c'est pour revenir sur le document unique d'évaluation des risques professionnels. Alors, on voit déjà que dans beaucoup de structures, effectivement, il n'est pas forcément valorisé. Les salariés ne sont pas sensibilisés au fait que ce document existe et de son importance. Au-delà de ça, aujourd'hui, quelle part est-ce que vous pensez qu'il y a une part trop faible qui est prise des risques psychosociaux au sein de ces documents? Est-ce que c'est quelque chose qui est parfois trop absent ou est-ce qu'il y a ou carrément absent peut-être des fois. Voilà, c'était mes deux questions. Merci beaucoup. Je sais pas si tu veux répondre à la première. Moi, je pourrais répondre à tout. Donc je répondrai à la deuxième. Oui, bon. Alors, merci beaucoup pour votre question. Je vais quand même répondre aussi à la deuxième. Et on vit dans un milieu pas très. Non. Vous savez, là, tu vas couper les. Tu vois. Alors, concernant est-ce qu'il existe dans le secteur culturel des acteurs un peu spécifiques dédiés à cela? Comme je l'ai dit, moi, je m'intéresse spécifiquement à l'industrie rap. On voit potentiellement, petit à petit, notamment dans les labels, dans les majors, des personnes qui vont être sensibilisées à ça. Tous les organismes type CNM qui est créé il y a quelques années, Centre national de la musique, la SACEM, la DAMI, etc. Je pense que vous maîtrisez beaucoup plus que moi tous ces acteurs un peu satellites qui sont sensibilisés à ça. Moi, je le vois, on parle de plus en plus de cette thématique-là. Donc déjà, c'est un premier pas, de sensibiliser, de dire qu'il y a des problématiques de santé mentale au travail, des artistes, mais pas que, des managers, les tourneurs, tellement de métiers, des éditeurs, tous ces acteurs-là qui arrivent à en parler, des beatmakers, etc. Donc déjà, c'est un premier pas. Le fait qu'il existe des personnalités, des personnes dédiées à cela, à ma connaissance, pas encore. Donc, il y a des formations qui apparaissent, une sensibilisation à ces questions-là. Je parlais avec des managers d'artistes tout récemment qui me disaient, on a eu un petit module sur cette question-là, avec un petit sourire en coin en disant on n'avait pas besoin du module pour savoir qu'il y a des problèmes en lien avec la santé mentale, le surinvestissement, etc. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Pour la deuxième question... Et je complète ta question. En tout cas, dans les c'est structures culturelles type théâtre, scène nationale, pas du tout. Et je pense que l'économie, elle est tellement particulière qu'avant qu'ils dédient un poste spécifique à ça, peut-être dans 15 ans, quand tous les vieux seront partis à la retraite et que ça sera vous... Je te laisse enchaîner sur la deuxième question. Et effectivement, nous, quand on a été élus au CSE, on savait même pas que le DUERP existait. Il a fallu qu'on soit formé pour le savoir. On s'est rendu compte que celui qui était en place datait de 2011, donc on n'était plus du tout dans la légalité. Et il a fallu 1 an et demi de mettre ça à l'ordre du jour des réunions pour qu'il soit en travail. Et à ma connaissance, dessus, on ne parle pas de santé mentale et ni de VHSS.
ce qui est, pour moi, du coup, est caduque, quoi. Alors oui, c'est important de savoir si la technique est exposée à des risques et tout, mais il n'y a pas que ça. Donc, ouais, effectivement. Et pas tout le monde du tout est au courant qu'il existe, et ça serait bien de le mettre plus en avant. Je suis d'accord. Et pour compléter, juste le DURP, donc c'est obligatoire à partir d'un salariés. Donc ça concerne toutes les organisations. Et qui ont un salarié, bien sûr. Et, mais ça c'est une problématique qui existe depuis pas mal de temps. Moi, j'ai fait ma thèse sur les RPS, pas dans le secteur culturel. Et déjà à l'époque, il y avait ce débat, cette réflexion, ou plutôt ce positionnement stratégique, notamment des directions, qui ne souhaitaient pas écrire noir sur blanc, notamment la question des risques psychosociaux, sachant que l'origine des risques psychosociaux est souvent multifactorielle. Et il y a plein de sources, ça peut être de l'ordre de l'organisation, du management, on en a beaucoup parlé, de l'ordre de l'individu, il y a plusieurs sources, et le fait d'inscrire noir sur blanc le fait que la situation de travail présente ces risques psychosociaux peut potentiellement engager la responsabilité de l'organisation en cas de suicide, tentative de suicide, etc. Pénale, ouais. Voilà, de responsabilité pénale. Donc on est vraiment sur quelque chose de potentiellement très, très, très grave, potentiellement très grave. Et donc il y a toute une manière, vraiment, moi je m'étais intéressé à la question de la dimension stratégique autour des RPS, comment faire dire des choses à des termes aussi vagues. Certains, il y a une tension entre l'individualisation des RPS, encore une fois, le fait que c'est de la responsabilité de l'individu et non de l'organisation, et à l'inverse, une volonté de faire porter l'origine des RPS sur l'organisation. Et donc le DURP, c'est un outil qui peut être utilisé à des fins stratégiques, à une volonté soit d'écrire noir sur blanc, et c'est source de tension, d'inscrire les RPS comme des risques qui sont effectivement présents sur la situation de travail. Et parfois, il y a une volonté de diluer un peu pour éviter qu'en cas, encore une fois, de suicide, tentative de suicide ou de conflits en lien avec les conditions de travail, on impute la responsabilité à l'organisation. Donc il y a toute une dimension stratégique, voire même politique sur ce DURP. Merci. Je suis là. J'ai une dernière question, remarque tout au fond là-haut. Ouais. Merci beaucoup pour cette table ronde. Moi, je voulais juste vous dire que parfois, malgré toutes ces initiatives, ces prises de conscience, les choses ne changent pas. Donc, je pense qu'il ne faut pas attendre que sa structure prenne l'initiative de mettre en place tout ça. Et post-Covid, justement, il y a le gouvernement qui a fait quelque chose d'un peu sympa, qui pourrait être encore amélioré, mais c'est ce programme Mon Psy, qui du coup permet à tout le monde d'avoir des séances de psy remboursées par la sécurité sociale. 8 renouvelables, oui. Et on se rend compte en fait que beaucoup de psychologues qui sont conventionnés Mon Psy sont des psychologues du travail. Donc je pense que ça a sûrement un sens, enfin voilà, post-Covid, ce programme. Et donc voilà, n'attendez pas forcément que votre structure se réveille. Et c'est aussi y aller, enfin voilà, avoir ce programme. Je trouve que ça peut être une chance aussi pour en parler, débloquer des choses et de donner aussi des outils pour ensuite, face à ces situations, être un peu plus forte. Voilà, c'est juste un petit message. En tout cas, moi, ça m'a aidé dans un moment un peu compliqué dans ma structure. Donc voilà. Oui, puis parfois c'est bien aussi, mais c'est bien aussi d'avoir une personne complètement extérieure et qui du coup justement réceptionne peut-être mieux cette parole, et c'est aussi du coup plus facile de parler de ça. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. Merci Lucille, merci. Mais on m'a dit d'arrêter les questions. Moi je voulais vous remercier. Je trouvais ça vraiment super précieux de faire cette thématique-là. C'est vraiment encourageant et optimiste pour la suite. Bravo. Merci. Je vous remercie également. Merci beaucoup. Merci, et merci à toutes les questions. À toutes les questions, c'était vraiment hyper intéressant. C'était passionnant. Et merci aussi à vous de nous avoir écoutés. On espère que ça a été assez intéressant, assez pertinent, que ça a peut-être aussi révélé de nouvelles perspectives pour vous. Et on se retrouve dès cet après-midi pour les 2 ateliers. Merci.
Bon appétit.